Alors, donc, juste pour finir sur les conventionnements, justement, qui peuvent se faire, on a appris aussi, et Jean-Hervé Fralin, qui est connecté, s'en réjouit, je le sais, on a échangé ensemble sur le conventionnement de petites écoles de Madagascar qui en avaient grand besoin, qui étaient conventionnées voilà longtemps et qui sont reconventionnées à nouveau. Antalaha, vous excuserez la prononciation, et puis très bientôt Mananjari et Manakara. Voilà, donc deux questions pour lesquelles je n'ai pas nécessairement la réponse. Donc en même temps, Samantha et Hugo, je vous demanderai si vous l'avez. Alors il y a une question sur le lycée Anne de Kiev qui est très très précise. Euh, je peux peut-être pas donner Vas-y. tous les éléments. Oui, voilà, donc je vais donner des éléments de réponse. Alors oui, alors la question c'est est-ce que l'AEFE a toujours soutenu le lycée Anne de Kiev et a œuvré pour le maintien de l'établissement ouvert même pendant la guerre? Un grand merci. Les ADL, donc les agents de droit local, ont pu revenir sur place depuis peu, mais un souci juridique empêche les résidents de revenir sur place. Avez-vous des Alors, nouvelles à ce oui, sujet? et je vois bien qui pose la question. Donc, nous avons été en lien, d'ailleurs, avec toi, François, hein, lorsque j'étais à Bucarest avec le conseil culturel et avec la proviseure. Nous avons longuement, très longuement échangé. D'ailleurs, je salue l'engagement de cette équipe remarquable hein, qui a travaillé sous les bombes aussi. Il faut quand même le dire, donc un courage extraordinaire. Eh bien, effectivement, nous avons, à la demande de l'approviseur et du COCAC, demandé un maintien de 3 supports au directeur de l'agence qui, évidemment, nous l'a confirmé sans le remettre en question. La petite difficulté aujourd'hui, effectivement, est d'ordre juridique, mais en tout cas, le directeur de l'agence avait bon espoir d'aboutir rapidement à un règlement de cette situation. Et pour vous dire un petit peu les choses aussi, désormais, ce sont des postes, ce qu'on appelle de célibat géographique, autrement dit, ne peuvent plus y aller des familles, du moins dès lors où ces personnels sont détachés. Donc, ce qui ajoute parfois la difficulté du recrutement, mais ça, on peut comprendre aussi les raisons, parce qu'il est compliqué d'engager des familles sur un terrain en guerre. Donc, sachez en tout cas que l'AEFE a toute l'attention et s'est engagé à maintenir d'excellentes conditions, en tout cas de fonctionnement. Le directeur, désormais, aura un support budgétaire, François, tu me corriges, mais je crois d'expatrié, si je devais dire une bêtise, mais je ne crois pas. Et du coup, prendra aussi en charge l'établissement parce que le niveau, si vous voulez, sur la partie collège et lycée n'amène pas à pouvoir ouvrir des classes totalement avec des effectifs qui amèneraient à avoir exclusivement un support de principal ou de proviseur de lycée. Donc, c'est un peu le compromis qu'a trouvé l'agence, c'est de renforcer, je dirais, le statut du directeur en place tout en accompagnant par des personnels détachés, qualifiés, qui seront en capacité de rejoindre l'équipe, je l'espère, très prochainement. Mais cela tient vraiment, ce n'est pas un manque de volonté ou une mauvaise volonté, c'est vraiment très technique le point juridique en question. Et ça a été confirmé lors du CA de l'AEFE, donc il y avait cette difficulté technique, mais qu'une solution serait trouvée. Donc, il était acquis que les 3 ETP de résidence seraient maintenus. Donc, en cours de règlement. Voilà. Autre question. Bonjour. N'ayant pas pu suivre la totalité des débats, j'aimerais savoir si la question d'opérateurs privés affichant la promotion de l'enseignement français à l'étranger, je pense à Odyssée Éducation, et moi j'en profite pour saluer Jonathan Deray qui est actuellement connecté, a été abordée et le cas échéant, quelle analyse fait-on de ce type d'offre? Merci. Écoutez, alors là, moi je vais vous dire, je rentre de Bucarest. Je crois que cet opérateur en particulier, mais comme d'autres, hein, moi vous savez, je m'adresse à tous les opérateurs dans le cadre de mes fonctions, n'a rien à envier, je dirais, dans son fonctionnement, en tout cas, aux autres opérateurs qui sont historiquement plus implantés depuis de nombreuses années. J'ai vu un établissement qui est d'abord encadré de la même manière, enfin accompagné plutôt qu'encadré, pardon, par le poste diplomatique. Et je salue d'ailleurs l'ambassadrice Laurence Sauer qui fait un travail remarquable d'accompagnement avec
ses conseillers culturels et attachés pour justement accompagner de manière équitable les établissements dans le cadre du plan école. J'ai participé à ce plan école et je dois dire que le travail que fait cette école est absolument remarquable. Je ne crois pas trahir de secret en disant qu'elle a obtenu brillamment ses homologations et que ce que nous avons pu voir, en tout cas, enfin moi, ce que j'ai pu voir, eh bien, je vous dis, n'a rien à enlever à de grandes écoles internationales dans ce monde. Donc, moi, je crois que nous avons tout intérêt à accompagner ces opérateurs du mieux possible. Lorsque nous faisions allusion tout à l'heure de conventionnement temporaire, je crois qu'aussi, il est important de leur offrir ces possibilités-là, dès lors où ce sont des investisseurs qui s'engagent à accompagner dans les conditions que nous souhaitons tous, eh bien, le développement de ces écoles, eh bien, qu'ils puissent bénéficier aussi de ces accompagnements de l'État qui permettent des conventionnements, si c'est leur désir ou leur souhait en fonction des circonstances, parce que nous le savons, enfin, et nous l'avons dit, l'État ne permet pas le développement immobilier, mais concentre ses moyens, et moi je le défends comme tel de toute façon et je l'assume, les moyens en matière d'enseignement et de ressources humaines qui sont le nerf de la guerre. Donc je crois que ces opérateurs dits privés ont non seulement toute leur place, mais doivent être aussi soutenus, que ce soit sur un plan d'abord des ressources pédagogiques quand on peut les accompagner, mais aussi quand c'est nécessaire dans le cadre de conventionnement temporaire ou de subventions, si c'est possible aussi, à l'immobilier, parce que sans ces opérateurs, eh bien, c'est le développement qui serait fort compromis, mais au-delà de ça, si on enlève des mots, eh bien, des élèves qui n'auraient pas d'école et d'école française, parce que c'est ça la réalité. Et c'est ça dont il faut que nous parlions aussi. C'est que dès lors où on n'ouvre pas une école française, il y aura une autre école. Il y aura une autre école. Ça, on peut en être certain, parce qu'il y aura des enfants à scolariser. Mais ce ne sera pas une école française. Donc, plutôt que de jeter systématiquement un peu des regards noirs sur des opérateurs privés, moi, je pense que nous avons tout intérêt à les accompagner, à les encourager, parce que ce sont des enfants qui sont scolarisés dans des écoles françaises. Sinon, ils seront scolarisés, mais pas dans des écoles françaises. C'est aussi simple que ça. Et comme l'État n'a pas les moyens, au-delà, j'entends, des moyens en ressources humaines de développer toujours l'immobilier dans des pays étrangers, eh bien, cela est un bon compromis que nous devons encourager et soutenir. Sinon, ce sont d'autres forces éducatives étrangères qui le feront pour nous. Voilà. Donc, ce serait bien que nous passions à un autre débat, que ce débat, il y a d'un côté le public qui est forcément celui qui doit développer. Oui, moi, je veux bien, mais on développera bien loin, en tout cas en matière de bâti, si on ne s'appuie que sur le public, où il y a un compromis totalement salutaire à trouver pour tout le monde qui permettra à des investisseurs privés de s'engager aussi. Voilà, je ne sais pas d'ailleurs si j'ai répondu à la question. Et en tout cas, saluer en tout cas l'engagement de tous ces opérateurs qui s'engagent et qui mettent les conditions, qui mettent les moyens pour faire que et leur personnel et les élèves soient bien encadrés et avec des dispositifs extrêmement convaincants. Voilà. Et je compléterai donc en disant que ces opérateurs ont participé aux différents ateliers au même titre que les opérateurs associatifs ou l'AEFE, et qu'ils ont pu faire des contributions tout à fait intéressantes sur l'évolution de l'homologation, sur le financement de l'immobilier, enfin sur tout un tas de sujets qu'ils ont été partie prenante de ces… Et si je puis me permettre, juste pour enfin battre en brèche aussi tout enfin, ces idées reçues, je vais vous dire, c'est pas en investissant dans l'école qu'on gagne de l'argent aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont un peu cette mauvaise idée à véhiculer et qui serait de dire, oui, il y a des investisseurs vertueux, puis d'autres qui le sont moins, je peux vous dire que pour en avoir vu et des dizaines et des centaines d'écoles à travers le monde, avant de gagner de l'argent avec une école, eh bien, il en faut des investissements souvent personnels.
pour en arriver là. Donc, ne croyez pas que tous ceux qui s'engagent sont dépourvus d'une quelconque âme. Au contraire, je pense qu'ils le font même parfois sur des moyens qui leur appartiennent personnels. Et moi, je pense qu'il faut là non seulement les encourager, mais aussi bien souvent les remercier. Très bien. Et une dernière question que je pense que je vais l'adresser à Hugo, qui, je pense, devait être dans ces ateliers-là. Une question de Michel Monsoret que je salue. Parmi les demandes des comités de gestion, leur association au recrutement des personnels de direction est récurrente. Cette question a-t-elle été évoquée? Donc, on fait allusion ici évidemment aux établissements conventionnés où l'AEFE met à disposition un chef d'établissement. Hugo? Oui, merci François. Effectivement, la question a été évoquée. On t'entend. Enfin, moi, j'entends pas. On t'entend pas, Hugo. Vous m'entendez? Très, très faiblement. Je vais essayer de m'exprimer. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Non, mais rien. On t'entend pas du tout, là. Est-ce que vous m'entendez? Non. On te voit bouger les lèvres, mais on ne t'entend pas. Ah, le son est très, très faible, comme s'il y avait un problème de micro, quoi. Ce que je propose, c'est que Samantha parle un peu de réflexe et puis qu'on revienne. Oui, en conclusion, parce qu'on aura sinon dépassé encore notre limite horaire, bien qu'on a tenu 1h40, bon, peut-être quelques longueurs, mais il nous semblait important en tout cas de reprendre tous ces points. Donc, vous dire que Réflexe évolue d'abord sur la forme, une nouvelle plateforme beaucoup plus ludique, puisqu'on a tenu compte aussi des remarques des uns et des autres, vous sera proposée dès septembre. Sachez que cette plateforme a vocation à répondre à des questions, mais elle aura désormais vocation aussi à continuer les débats après les rendez-vous réflexes, puisque nous allons mettre en place une nouvelle une nouvelle fonction qui est celle du forum, en fait, du débat, qui continuera sur des thématiques qui vous sembleront importantes de pouvoir mettre en avant et d'apporter aussi, vous, votre contribution. Il y aura également des capsules. Désormais, nous allons communiquer beaucoup plus par capsule de 2 minutes où nous interrogerons à travers le monde sur des thématiques bien particulières tous ceux qui composent les acteurs de ce réseau, à savoir les professeurs, les parents, les élèves, évidemment, les anciens élèves, tous les élus, évidemment, qui sont là au premier rang et qui auront, eux aussi, des messages sur des thématiques que nous définirons à l'avance et qui auront 2 minutes, 2 minutes 30 grand maximum pour s'exprimer, donner des points de vue ou être dans l'information, parce qu'il y aura évidemment du subjectif, mais il y aura aussi de l'objectif, c'est-à-dire des faits qui seront aussi apportés, des éléments d'information qui peuvent parfois échapper à certains d'entre vous qui n'aiment pas forcément passer du temps à la lecture, mais qui auront 2-3 minutes à écouter dans les transports ou autres, sous forme de petites capsules auditives ou bien visuelles, en fonction de ce que vous souhaiterez, et qui répondront à certaines de vos questions sur des thématiques un peu récurrentes, je dirais, celles qui font que on se pose un peu des questions sur le fonctionnement du réseau. Donc, la nouveauté de la rentrée sera aussi des capsules auxquelles vous participerez, tous ceux qui souhaitent apporter aussi des petites contributions. Et puis, comme je vous le disais en conclusion, tout à l'heure en introduction, mais ce sera désormais ma conclusion, Réflexe va se pencher sur des thématiques. Alors, il y a Réflexe Association, qui est une forme de think tank que nous ouvrirons bientôt, puisque nous sommes en train de faire évoluer les statuts, à tous ceux qui voudront la rejoindre, cette association, et qui regroupe, je le dis actuellement, l'ensemble des représentations qui composent cet enseignement français à l'étranger. Alors, quelques entités manquent encore. Nous n'avons pas tous les représentants des forces des parents d'élèves, puisque ça vient un peu d'évoluer. Mais en tout cas, sachez que Réflexe est ouvert désormais et c'est ouvert à l'ensemble des acteurs de ce réseau. Et donc, c'est quoi désormais sa vocation? Eh bien, c'est de contribuer au débat et de faire des propositions.
Donc, il y a Réflexe Association qui continuera à réfléchir, qui élargira à un plus grand nombre la réflexion dans les semaines et les mois qui viendront. Et puis, il y a les rendez-vous réflexes. Les rendez-vous réflexes, eh bien, c'est ceux que nous continuerons d'animer en proposant à d'autres, d'ailleurs, animateurs de venir nous rejoindre ou même de prendre notre place parce qu'elle n'est pas exclusive. Et les thématiques que nous aborderons seront celles que nous n'avions pas encore abordées, mais qu'il nous semble aujourd'hui important d'aborder. Par exemple, le statut des établissements partenaires conventionnés EGD. Nous allons en parler sans tabou. Pourquoi aujourd'hui un établissement est partenaire? Pourquoi un établissement aujourd'hui est conventionné ou se déconventionne ou demande à être conventionné? Pourquoi un établissement aujourd'hui est EGD? Donc, nous aborderons sans tabou, durant un réflexe, ces 3 statuts d'établissement et pourquoi les uns passent d'un statut d'établissement à l'autre et qu'est-ce que ça offre comme opportunité ou comme désavantage. Donc, de manière, dans un premier temps, factuelle, nous aborderons les points positifs de ces différents établissements, que ce soit d'un point de vue des personnels, d'un point de vue des élèves, d'un point de vue des familles et de l'institution. Et nous aborderons évidemment aussi toute possibilité d'évolution au sens où rien n'est figé dans les statuts, tout peut évoluer et nous montrerons qu'à travers l'histoire, certains établissements sont passés par différents statuts. Donc, nous expliquerons tout cela et chacun aura vocation à donner son avis sur la question. Ensuite, il y a le statut des personnels. Il nous paraît important de nous pencher aujourd'hui sur ce point-là. Nous le savons, la qualité de cet enseignement passe avant tout, c'est évident, par la qualification de nos personnels. Mais ça ne tient pas qu'à ça. Ça tient aussi à leur envie de rejoindre ce réseau, cette volonté de s'y investir et d'y rester. Et pourquoi pas, je dirais même, de faire évoluer sa carrière et prendre des responsabilités. Donc, aujourd'hui, nous avons aussi un message à envoyer à tous ces personnels qui est de dire nous ne pouvons pas être que des récepteurs d'informations, souvent de situations qui nous paraissent difficiles pour ces personnels, sans en faire état aussi. Donc, nous aimerions engager cette réflexion autour de la protection aussi de ces personnels, mais aussi sur leurs attentes et les attentes des différents acteurs à leur égard. Voilà, sans tabou, aborder le statut des personnels, mais je ne dirais pas que le statut, aborder tout ce qui fait aujourd'hui la vie, l'évolution d'un personnel, qu'il soit d'ailleurs administratif ou qu'il soit d'enseignement, pour pouvoir contribuer aussi de manière positive à son évolution. Troisième thématique que nous aborderons, il y a également cette fameuse démarche qualité dont tout le monde nous parle. Qu'est-ce qu'aujourd'hui une démarche qualité? Comment l'homologation peut-elle s'assurer, comme le disait Hugo Catherine lors de son intervention, qu'un seuil minimal de qualité est bien respecté, même s'il y a des standards liés à l'homologation, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour être compétitif, on ne se satisfait que de ces standards ou au contraire, on entre dans une nouvelle démarche? Eh bien, ce sont les questions que posera également Réflexe. Et une fois qu'on se sera posé des questions, comment on peut imaginer de répondre à cette évolution et à cette demande de plus en plus qualitative. Et autre point aussi qui nous semble important pour les prochains réflexes à aborder, le harcèlement et la médiation et l'inclusion, tous ces points qui sont aussi des points névralgiques, des points importants de notre réseau. Moi, on ne peut pas ouvrir notre boîte mail sans avoir des retours sur ces thématiques-là. Que ce soit dans l'accompagnement des bourses, que ce soit dans l'accompagnement des élèves, des personnels, cette médiation aussi que beaucoup attendent pour invoquer certains sujets de conflits et d'autres. Donc, sans tabou, là encore, nous aborderons ces sujets-là parce que nous devons trouver ensemble des solutions et ne pas laisser un certain nombre de personnes sans réponse. Il y a des situations difficiles, des situations humaines, parfois même tragiques. Donc, il est important que nous ouvrions aussi ce débat. Et puis, il y aura en d'autres thématiques, et je pense qu'on arrive déjà à la 4e ou la 5e, la formation. Nous irons dans les INSPE, nous interrogerons à travers les expériences des uns et des autres, les pratiques de ces INSPE, nous apprendrons à comprendre comment fonctionnent ces INSPE, nous irons au cœur des INSPE
pour voir comment aujourd'hui ils peuvent répondre à cette dimension qualitative que nous avons évoquée et à la formation et la certification des personnels. Et dernier point, parce que nous avons abordé totalement en introduction eh bien, l'évolution proposée par le ministère de l'Éducation nationale. Parmi ces évolutions, il y avait le bien-être des élèves. Et vous savez que les modèles anglo-saxons sont connus, enfin réputés en tout cas, pour mieux appréhender cette dimension-là. Eh bien, sans tabou, là encore, nous irons questionner ces modèles et nous irons nous comparer. Parce qu'on nous dit souvent qu'en se comparant, on se rassure. Eh bien, nous allons voir si nous pouvons nous rassurer. Et nous irons nous comparer au BFI, nous irons nous comparer à d'autres modèles, pardon, pas au BFI, au bac français, si, pardon, le BFI, c'est le bac français international, à l'IB, excusez-moi, j'ai changé l'ordre de l'acronyme. Nous irons nous comparer à d'autres modèles, l'IB, nous irons nous comparer à d'autres modèles pour voir si la France a bien, je dirais, l'ensemble des critères à son actif pour appréhender la concurrence de demain. Parce que c'est ça aussi à quoi doit servir Reflex, à quoi doit servir notre réflexion, c'est à considérer que ce que nous faisons, nous n'avons pas à en rougir, nous n'avons pas à, enfin je veux dire, nous avons à en être fiers, mais que nous devons nous donner les moyens de continuer à être fiers. Et donc, pour nous continuer à être fiers, eh bien, c'est aussi de nous comparer et de voir ce qu'on peut prendre de meilleur chez les autres et puis ce qu'on peut transmettre aux autres de meilleur également. Voilà quelles seront en gros les 5 thématiques, et je n'ai pas abordé la première, mais qui vous paraîtra évidente. Eh bien, ce seront les éléments de rentrée, la nouvelle direction de l'agence et comment cet écosystème lié à l'enseignement français à l'étranger eh bien, s'engage dans cette nouvelle année scolaire 2023-2024. Donc ça, ce sera pour le premier réflexe. Voilà, moi j'en ai terminé pour les présentations. Je crois qu'on a été assez exhaustif sur ce que nous allons à faire et ce qui nous prendra aussi beaucoup de temps en plus de nos activités respectives parallèles. Voilà, vous remercier, vous saluer pour votre fidélité, pour le nombre de personnes que vous êtes à voir en replay eh bien, toutes ces visioconférences. Nous vous remercions et nous vous solliciterons évidemment très vite, très prochainement pour une nouvelle rentrée de Reflex en septembre. Merci Samantha. Voilà. Hugo, si ton son est revenu, as-tu la réponse pour Michel Monsoret? Oui, je pense que vous m'entendez. Très bien, oui. Oui, très bien. Donc, sur le point concernant la participation des organismes gestionnaires parentaux au recrutement des personnels de direction au sein des établissements, effectivement, ce point a été abordé lors des ateliers. Si je me souviens bien, il a été même abordé et porté par l'AFAP, hein, par la Fédération des parents. Comme vous le savez, il y a quelques établissements dans le monde qui ont obtenu effectivement de participer, d'avoir une participation de ces organismes gestionnaires au choix et au recrutement du chef d'établissement en particulier. En revanche, la position de l'agence sur ce point reste assez fermée. Il ne souhaite pas une implication forte de l'organisme gestionnaire dans ce processus. Et d'ailleurs, ça a été redit aux 2 séminaires de gouvernance qui ont été organisés entre l'agence et les présidents de comités de gestion sur la zone Europe à Vienne et sur la zone Amérique latine, Amérique centrale au Costa Rica en mars et en mai-juin dernier. Et la position de l'agence n'a pas véritablement évolué sur le sujet, si ce n'est effectivement quelques cas particuliers qui ont été mis en place avec certains gros établissements du réseau. Si je peux me permettre 2 points en conclusion pour rebondir sur l'intervention de Samantha. Moi, il y a 2 éléments qui me paraissent particulièrement importants, 2 axes de travail. Le premier, c'est de faire en sorte que le central soit vraiment au service du local. Je pense qu'il y a énormément de thématiques qu'on a abordées aujourd'hui qui tiennent à ce changement un petit peu de paradigme où on a effectivement, comme c'est un réflexe français en général, une forme de centralité avec un opérateur, prescripteur, régulateur. J'ai entendu Olivier Brochet parler de la volonté d'une transformation de l'agence vers une agence de service. Alors effectivement, si cette mutation, si cette mue de l'agence conduit à positionner davantage le central au service du local, je pense que c'est effectivement une évolution tout à fait intéressante pour faire en sorte
que ce soit avant tout les besoins locaux et qu'on soit en capacité d'adapter les outils, les procédures, les types de relations qu'on a en fonction des besoins des établissements. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, lors de la dernière prise de parole de Samantha, il y a un point, je pense également très important, c'est, je trouve que lors de ces consultations, nous nous sommes beaucoup analysés nous-mêmes, mais nous nous sommes relativement peu nourris des autres systèmes. Et je pense que c'est un travers que nous pouvons aussi avoir. Or, nous le savons, nous avons dans nos établissements, nous avons la chance d'avoir dans nos établissements des personnes qui connaissent parfois très bien des systèmes internationaux, des systèmes locaux, et je pense qu'on pourrait bénéficier en tant que réseau beaucoup plus de ce savoir-faire, de cette connaissance, et parfois s'inspirer pour identifier des axes d'amélioration de nos propres fonctionnements. Je vous remercie pour cet échange et je vous dis à bientôt. Merci Hugo. Je voudrais en profiter d'abord pour remercier tous ceux d'entre vous qui nous ont suivis et qui nous suivront en replay. Quelques remerciements particuliers. J'ai regardé les gens qui participaient. Donc, parmi ceux que je connais, donc je tiens à saluer Bruno Valéry, qui est le directeur de la DDAR, la direction du développement et de l'accompagnement du réseau. C'est à lui qu'il faut parler pour faire évoluer la convention et avoir un regard sur la nomination des chefs d'établissement. Bruno, on te salue et on t'invitera certainement quand on abordera ce sujet-là. Je tiens à saluer de nombreux chefs d'établissement aussi qui nous suivent. Il y a Jean-Hugues Motta, qui est le proviseur du lycée Marguerite Duras, qu'on aura grand plaisir à voir en septembre à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Mon ami Miguel Tesson à Conakry, Sylvain Lunetta à Dubaï, Eric Veto à Chicago, Laurence Trupler à Porto. Voilà, donc on a un auditoire très large, évidemment de nombreux parents d'élèves. Je salue notamment Isabelle, la déléguée générale de l'AFAP. Voilà, je vous souhaite à... Attends, puisque tu en es au remerciement, on va remercier Alors, Yacine et on va remercier Mathilde qui sont dans les coulisses et qui font un travail remarquable aussi, qui nous aident à répondre à toutes les familles ou tous ceux qui nous sollicitent, en tout cas sur des questions parfois un peu précises, tout comme ton travail. Merci en tout cas à vous de m'accompagner et à vous trois en particulier. Voilà, tout au long de cette année et des années, je l'espère, à venir aussi. Voilà, tout le back-office. D'ailleurs, vous pourriez allumer vos caméras qu'on vous voit. Oui, mettez vos caméras, mesdames, quand même. Qu'on sache à qui on a affaire. Si vous avez retrouvé de la connexion, voilà. Voilà Yasmine et voilà Mathilde. Bon. Et il y a peut-être Sabine qui est pas loin, que je remercie pour avoir. C'est un travail d'équipe. Vous savez, seul on n'avance pas, ou du moins tellement pas. Donc voilà, on fait souvent du sur place. Voilà. C'est grâce à toute cette équipe. Moins Hugo, hein. Hugo ne fait pas partie de l'équipe. Enfin, en tout cas, que bientôt. Nous, en tout cas, monter les uns les autres en expertise et en disponibilité. Merci. Un très bel été à tous et puis au plaisir de vous retrouver pour les prochains rendez-vous réflexes ou pour l'échelle d'établissement que j'ai cité peut-être dans vos établissements. Et c'est Mathilde qui vous présentera la nouvelle plateforme bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Merci Hugo aussi.